Bienvenue sur la quotidienne de l'ESD. Donc aujourd'hui, on va avoir un invité de marque qu'on connaît bien, qui est Louis-Marie Guérif, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quelqu'un qui travaille chez AT Internet. Donc AT Internet, c'est l'un des partenaires historiques de l'ESD, avec qui on fait une certification l'AT Student. Donc on a co-créé avec eux. Maintenant, ça commence à faire un petit moment et beaucoup d'étudiants maintenant la passent, cette certification. Et donc on va voir aujourd'hui ce qu'on fait avec nos données personnelles, parce que Louis-Marie Guérif, vous allez voir, c'est un spécialiste de la data. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je m'appelle Louis-Marie Guérif, je suis DPO chez AT Internet. AT Internet, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est éditeur de solutions analytics depuis 96 maintenant, donc on va fêter nos 25 ans l'année prochaine, un quart de siècle. Et voilà. On a commencé la mesure d'audience avec, pour ceux qui connaissent peut-être plus Xity, avec les petites requêtes, les petits tags en bas des bas de page pour alimenter le hit parade, savoir quels étaient les sites qui performaient le mieux à l'époque. Et puis voilà, ça a évolué en une solution de mesure d'audience un peu plus complète et qui permet de faire plein de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le job d'un DPO, parce que je pense que ça parle pas beaucoup, c'est un job qui est assez récent, mine de rien. Ça existait déjà un peu avant avec les représentants, je n'ai même plus le terme exact, auprès de la CNIL en France. Il y avait des représentants déjà voilà, pour la partie protection des données personnelles. En français, ça s'appelle délégué à la protection des données personnelles. Ça sonne ça fait un peu syndicaliste, mais voilà, en anglais, c'est Data Protection Officer. Et ce métier-là qui est très... c'est vrai qui a explosé suite à l'entrée en vigueur du RGPD, le Règlement général sur la protection des données personnelles en Europe. Voilà, c'est un peu un chef d'orchestre pour s'assurer que dans toute entreprise où on traite de la donnée personnelle, il y a de la donnée personnelle un petit peu partout, dans les services RH, dans la comptabilité, la gestion des clients fournisseurs, tout ça, il va y avoir de la donnée personnelle qui va être traitée et il faut faire en sorte que les bonnes mesures techniques et organisationnelles soient mises en place pour s'assurer d'être en conformité par rapport aux législations. Et puis, pour une société comme AT Internet et comme dans toutes les boîtes de notre écosystème qui traitons de la donnée en ligne, que ce soit l'analytics ou vraiment tout autre type de données, on traite quotidiennement avec des centaines de millions, voire des milliards de données personnelles. Et le rôle d'un DPO est ici de s'assurer que la solution qui est le cœur de métier de l'entreprise, soit conforme, et voilà, conforme au RGPD, conforme avec les recommandations aussi de la CNIL en France. Quel type de données aujourd'hui est-ce qu'on peut monétiser? Quelles sont les données qui sont disponibles sur chacun des utilisateurs qu'on est? Il faut distinguer vraiment les données qui sont collectées dans le cadre de ce qu'on appelle de finalité, donc objectif bien précis. C'est-à-dire, voilà, une boîte d'analytics va collecter de la donnée pour faire de la mesure d'audience, restituer ça à ses clients. On va avoir vous avez reçu hier, je crois, une personne de Doolist sur la partie newsletter. Il y a aussi des informations qui sont collectées sur la partie spécifique newsletter. Donc, chaque entreprise a son métier et collecte de la donnée. Et après, il y a l'intégralité des données qui sont collectées un peu à droite à gauche en mode sauvage quand on navigue sur des plateformes. Et tu parlais des GAFAM, voilà, sur les plateformes type Facebook, sur tout l'écosystème Google. Il y a des choses qui sont plus ou moins transparentes, plus ou moins cachées. Il faut juste en avoir conscience que derrière, quand on navigue, voilà, il y a un exemple que j'aime bien, il y a de la documentation, de la littérature sur le navigateur Chrome. Peu importe si je suis en train d'être sur le site de l'équipe ou de Le Monde ou de n'importe qui sur le navigateur Chrome, Chrome utilise un identifiant, peu importe sur l'onglet où je me situe, qui permet de savoir un petit peu tout ce que je fais sur son navigateur. Et ça, c'est pas forcément une information. Quand je vais sur le site du Monde ou le site de l'équipe, où je suis informé, où je m'attends à ce qu'il y ait une donnée qui est collectée, on va dire, un peu de manière underground. J'ai envie de catégoriser les types de données, on va dire, où j'ai l'information, où je sais pourquoi elles sont collectées, parce qu'il y a un objectif clair sur une solution, sur une plateforme. Et après, tout le surplus de données qui est collecté. Quels sont aujourd'hui les différents types de métiers? Est-ce qu'il y a des métiers data dans le code, dans le marketing,
dans la stratégie. Enfin, il y a plein maintenant de métiers qui gravitent autour de la data. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu rapidement quels sont pour toi les métiers aujourd'hui qui, d'ailleurs, on voit les métiers qui achètent à Internet, il y en a pas mal. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Comme dans un peu peut-être toutes les boîtes là, du domaine, ça regroupe un peu, je pense, les grandes typologies de métiers qui vont être intéressantes dans les prochaines années autour de la data. Il y a, comme tu disais, la partie pure code et technique. Et voilà, avec la digitalisation de tout notre écosystème, de toute notre économie, et en fonction de où ça va aller, encore une fois, je suis pas devin et je fais pas de prospective, mais la partie intelligence artificielle, est-ce qu'elle va se heurter à des limites ou pas, ou est-ce qu'on va aller jusqu'à, on va dire, un certain infini, mais pour travailler dans cet univers surconnecté et en tout cas où la data est abondante demain, voilà. Il y a les métiers du code, les métiers techniques, mais il n'y a pas que ça. Donc, en tout cas, chez Internet, il y a des pans de métiers, bien sûr. Effectivement. Notre direction de technique, on développe un logiciel, on développe une solution. Donc, c'est une partie des métiers très importante avec les architectes, avec tous les ingénieurs développeurs, tous les métiers autour de la technique. Et après, il y a le pan aussi, je pense que c'est intéressant, et même si demain on arrive à si l'intelligence artificielle ou la data ou la digitalisation est à outrance, il n'y aura pas que des codeurs, je pense. Et il y aura aussi une partie des gens qui devront et qui doivent dès à présent réfléchir à comment on modélise et comment on agence tout ça pour pas qu'il y ait une fuite en avant de ce qui peut être fait de manière automatisée par les machines. Et donc c'est toute cette partie, peut-être que j'appelle comme ça la stratégie, ou en tout cas conseil et stratégie. Donc chez Internet, on a pas mal de consultants qui accompagnent justement sur la digitalisation et comment on met en place tout ça. Mon métier de DPO qui est un accompagnement, on va dire, support de cette transition, et tous les métiers du marketing, des stratégies produits et autres qui doivent être là pour guider tout ça et faire en sorte qu'on fasse en tout cas ce qu'on a envie de faire pour notre société digitale de demain, quoi. Mais d'ailleurs, c'est pour rebondir là-dessus, j'avais vu un article il n'y a pas longtemps qui disait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui récupèrent, qui essaient en tout cas de récupérer des datas, à plus savoir quoi en faire. Et justement, on parle de 95% des datas qui sont récoltées, en fait, ne sont pas utilisées derrière, soit pour des leviers marketing ou pour des actions même commerciales. Il n'y a rien qui est fait derrière, c'est juste de la data qui est comme ça bloquée à un endroit, à un instant T. Est-ce que vous, chez Internet, justement, vous avez aussi ce rôle de consultant dans les entreprises pour valoriser la data que vous avez avec vos clients? Ouais, ça c'est une bonne question et surtout un point fondamental Là, on va mêler un petit peu un autre sujet que j'aime bien, c'est la partie écologie un grand principe. Alors, il n'y a pas que l'écologie en plus. C'est un des principes fondamentaux du RGPD, c'est de dire, ça s'appelle la data minimization, c'est de dire je ne collecte que ce dont j'ai strictement besoin. Donc je dois réfléchir en amont. Si on n'a pas réfléchi en amont, je pense qu'on fait pas forcément très bien son travail, ou en tout cas on va perdre du temps et perdre potentiellement de l'argent in fine. C'est de dire qu'est-ce que j'ai besoin comme data pour alimenter mes KPI, pour alimenter mes décisions métiers. Et donc je ne collecte que ce dont j'ai vraiment besoin, comme ça je sais à quoi ça va me servir. Déjà ça ne va pas me coûter tout le traitement, la collecte qui peut me coûter, le retraitement de data, le fait de cleaner la data a posteriori pour être sûr d'avoir ce qu'il me faut pour tous ces coûts cachés au final pour s'assurer que j'ai bien ce qu'il me faut, au lieu de se dire je réfléchis 5 minutes et je ne collecte que ce dont j'ai besoin. Il y a à la fois comme tu dis, si c'est 95% qui est collecté et qui ne sert à rien, encore une fois, ça fait perdre du temps et de l'argent à certaines personnes, certaines entreprises, donc c'est pas forcément rentable. Ça fait des connexions réseau et autres à outrance, et pour la planète, on sait que l'industrie numérique a de plus en plus de poids dans l'émission de CO2. Tout ça mis bout à bout, ça n'a pas trop de sens, et je pense que c'est intéressant, comme tu dis, de réfléchir un peu en amont, et en plus, c'est un des principes fondamentaux du RGPD, c'est de ne pas réfléchir à ça. On peut être assujetti aux amendes et aux risques qui vont bien derrière, quoi. Ouais, c'est ça qui est assez dingue. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, la data, il y a tellement de choses avec ça qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec, notamment quand tu parles d'écologie, je pense que c'est un point crucial. Il y a plein de personnes qui ne se doutent même pas du poids en fait, que ça représente.
mais je sais pas si tu as le chiffre, mais je crois que par jour, c'est une piscine olympique qui est remplie, l'équivalent d'une piscine olympique qui est remplie. Si on pouvait se la représenter physiquement, la data, en termes de matière, ça représenterait une piscine olympique, je crois, si je dis pas de bêtises. En énergie gâchée? Ouais, en énergie gâchée, en termes de place que ça pourrait prendre sur la Terre, c'est comme si c'était une piscine olympique qu'on remplissait Par tous jour, les jours, je crois. Ouais. Ah ouais. Je sais pas si tu avais vu ce truc-là, mais c'est assez dingue en fait. Avec les serveurs qu'on a, on rajoute des serveurs pour justement pouvoir garder cette data. Parce qu'on est obligé de la stocker quelque part, mine de rien, dès qu'on a une action, on doit la stocker, quoi. Ouais, et puis là, chacun a son rôle à jouer. Si c'est des choses, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, je pense que les entreprises ont le devoir aussi et l'obligation de proposer des choses pour réduire ces impacts-là, mais en tant que citoyen aussi, traiter ses mails, supprimer ses mails, pas garder ses mails ad vitam aeternam sur sa boîte mail favorite pour pas en citer. Ça a un coût, c'est un coût écologique. Je sais plus le stockage d'un email pendant un mois, l'équivalent en termes d'une ampoule 60 watts. Je crois que c'est 25 minutes d'une ampoule 60 watts. Voilà. Tout ça, c'est un coût. Alors, on ne le voit pas directement parce que c'est dématérialisé, mais derrière, c'est des espaces, des fermes de serveurs qui tournent pour stocker, dès qu'on fait des requêtes. Ça, c'est pareil, c'est des habitudes. C'est un autre sujet, on dérive un peu, mais les requêtes qu'on fait sur un moteur de recherche pour des choses qu'on va voir peut-être 20 fois par jour. Au lieu de faire 2 requêtes, on peut taper directement dans la barre d'adresse en accès direct, et ça économise déjà 50% du nombre de requêtes qu'on fait. Donc voilà, c'est des petites habitudes. Il y a plein de petits tips comme ça, privilégier des liens quand on travaille avec un OneDrive plutôt que des pièces jointes. Voilà. Sur la partie écologie, on pourra en discuter aussi pendant longtemps. Il y a plein de petits tips à donner. Ouais, tant mieux. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure sur les tips que tu as donnés aux utilisateurs justement à mettre en place. Mais effectivement, là je vois en régie, on parle des quelques chiffres intéressants. C'est la masse de choses qui sont créées en une seule minute. On voit là, on est à 550 000 pratiquement photos sur Snapchat, plus de 120 nouveaux professionnels qui rejoignent LinkedIn, des vidéos. Il y a 4 millions de personnes qui regardent une vidéo sur YouTube par minute. Enfin, c'est complètement dingue. Donc ça, c'est de la data aussi qui est à chaque fois impactée, et donc des serveurs qui sont engorgés à chaque fois, quoi. Mais ouais. Et si on revient à la donnée personnelle, là, c'est les questions qu'il faut se poser. Après, alors oui, on est tous contents sur notre temps personnel de partager les choses sur les... Ouais, voilà, on est content de pouvoir avoir accès à ça, et il y a le pan écologique, et je remets pas le couteau dans la plaie, mais après, il faut se poser aussi les questions sur le projet de société qu'on veut pour demain, avec le courant transhumaniste ou toutes les notions d'intelligence artificielle dont je parlais tout à l'heure. Il faut pas se tromper sur les objectifs de toutes ces boîtes-là de la Silicon Valley, c'est de capter un maximum de data pour alimenter des modèles d'intelligence artificielle pour recréer ce que notre cerveau et les comportements humains font de manière naturelle, mais là de le refaire au niveau artificiel. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un intérêt, je pense, sociétal sur ces réglementations type RGPD qu'on a en Europe, d'essayer de... Voilà, on le voit, de toute façon, il y a 2 points de vue, soit on voit ça comme une contrainte, de dire voilà, la réglementation et les autorités de contrôle et le régulateur est là pour contraindre, et ça amène des freins à l'innovation de manière un peu bête et méchante. Ça peut être le premier point de vue, et le deuxième point de vue, c'est de dire voilà, qu'est-ce qu'on veut aussi comme projet de société demain, et est-ce que ça vient pas finalement accompagner une transition de manière un peu plus soft, sans faire des choses de manière pas trop propre, quoi. Ouais, c'est justement, c'est pour aider un petit peu tout ça, pour aussi barrer, je suppose, un peu la route à certains gros GAFAM qui essayent de manger plein de data. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on c'est très bien comme transition, on va pouvoir en parler. Parce que si je dis pas de bêtises, je crois que vous avez un projet en cours avec Internet, avec la CNIL notamment. Ça serait bien si on peut en parler un petit peu, je sais pas si tu as le droit, mais de voir un petit peu l'actualité d'Internet justement sur ce point de vue-là, sur la CNIL et sur le RGPD. Est-ce que tu as des choses à nous raconter un petit peu sur ce qui se passe? Oui, il y a une actualité un peu chaude, même brûlante là. Pour l'écosystème data en France. Alors, je fais juste un petit rappel de contexte parce que donc il y a sans rentrer trop dans le détail juridique, mais il y a un texte européen qui s'appelle le RGPD, comme j'ai dit tout à l'heure, qui traite de pas mal de choses au niveau données personnelles, où
où on peut pas faire ce qu'on veut et il faut y faire très attention. Il y a un volet sur toutes les communications électroniques et notre industrie, ça s'appelle e-privacy, et ça c'est encore en discussion en cours au niveau de la Commission européenne pour justement s'entendre au niveau européen quelles vont être les règles au niveau numérique, au niveau gestion des cookies et traceurs, au niveau des sites web et de toutes les autres plateformes. Tout ça c'est en train de discuter, donc tant que ça c'est pas statué au niveau européen, il y a encore la CNIL a des prérogatives et pousse de nouvelles recommandations et va pousser des nouvelles recommandations d'ici la fin de l'année, même d'ici la rentrée a priori. Donc il y a eu un peu une temporisation bien évidemment avec le contexte Covid. Ça devait sortir en mi-avril, mais il faut s'attendre à ce que sur toutes les plateformes connectées, on est sur la partie bandeau, la notion de symétrie du consentement, c'est-à-dire tout refuser au même niveau que tout accepter. Donc si on revient sur la page d'Empirique, c'est pour remettre un peu de contexte, c'est vraiment donc Empirique, c'est une agence en France, une agence web qui a sorti une étude l'année dernière et qui a été mise à jour la semaine dernière. Et l'étude complète devrait sortir demain pour remettre un peu le contexte sur quand on arrive sur des plateformes, comment se comportent les plateformes vis-à-vis de ce que ça devrait être au niveau du consentement utilisateur, qui est un droit fondamental, de se dire je dois être informé de ce qui se passe sur mes données, qu'est-ce qui est collecté, est-ce que j'ai le droit de m'y opposer, etc. etc. Et on voit qu'il y a encore pas mal de plateformes, donc j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est quasi 60% des sites, des plateformes les plus visitées en France qui continuent de tracer, donc avec un cookie ou avec un identifiant mobile ou autre, les utilisateurs, alors qu'ils ont expressément dit « je ne veux pas être tracé ». Ça, c'est pour avoir une prise de conscience de ce qui se passe aujourd'hui sur la partie éditeur, de plateforme, vis-à-vis de ce qui devrait vraiment se passer pour respecter la vie privée des internautes et le choix des utilisateurs. Donc la CNIL, dans ce contexte un petit peu où tout n'est pas forcément parfait, va proposer ces nouvelles recommandations, ce qui peut avoir des impacts en termes de collecte de données très forts. Et chez Internet, on a réfléchi à des solutions pour limiter tout ça, sur la partie analytics bien sûr, hein, mais je le répète, ça va concerner tous les autres types de data, pas que la mesure d'audience, la partie advertising, etc. etc. Donc c'est quelque chose, faut être très vigilant pour les acteurs. Là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont impliqués là-dessus, sur la gestion du consentement sur les plateformes, que ce soit site web, applications mobiles, télé connectée, etc. Être vigilant à la rentrée. Il y aura 6 mois pour se mettre en conformité et la CNIL avait annoncé en début 2020 que la partie contrôle serait un des points clés dès 2020. Donc, d'ailleurs, on a vu certaines entreprises qui ont eu des fortes amendes à cause du consentement qui n'était pas respecté pour les utilisateurs. Donc là, les gens commencent à se dire bon, je vais peut-être me calmer, je vais peut-être faire les choses bien et je vais respecter un peu ce qu'on me demande de faire pour éviter d'avoir tout ça, quoi. Enfin, je sais pas si tu as le droit, je sais pas si tu as le droit de citer des noms. Non, sur après, le consentement, si tu as des exemples. De toute façon, si vous souhaitez, sur le site de la CNIL, les mises en demeure et les amendes sont officielles, hein, donc vous pouvez très bien aller sur le site de la CNIL et regarder ce qui se passe. Il y a tout qui est listé. Sur la partie pur consentement, comme c'est des choses qui ont été très récemment mises à jour en juillet dernier, et là avec ce projet de recommandation, j'ai pas de cas de sanction tout de suite. Par contre, sur toute la notion de transparence, la transparence des informations qui sont collectées, tout ce dont je parlais tout à l'heure, le surplus de données qui est collecté alors qu'il n'y a pas eu de consentement spécifique, j'ai envie de dire. Il y a l'amende record de Google en janvier 2019 sur la partie Android. Après, sur d'autres points, sur la durée de conservation des données, il y a eu des amendes de 400 000 € qui ont été délivrées l'année dernière aussi. Donc, en fait, le RGPD donne... Il y a vraiment ce bâton qui fait peur et qui peut être utilisé, et je pense c'est un peu bête d'en arriver là, mais c'est ce qui fait exclusivement que ça bouge, c'est que voilà, il y a la notion de coût amende qui est là et qui fait un petit peu peur, et du coup ça fait bouger un peu les lignes, mais je pense qu'il y a aussi d'autres manières de voir les choses et de se dire il y a une opportunité d'arrêter de faire, comme tu disais, n'importe quoi
en collectant n'importe quoi, parce que ça peut nous coûter du temps et de l'argent, et revenir à quelque chose de plus raisonné, de plus limpide, qui optimise mes process, peut-être qu'il va optimiser aussi la relation de confiance avec mes utilisateurs. Enfin, encore une fois, il y a, en fonction de comment on voit la chose, soit on continue jusqu'au bout à essayer de collecter un maximum de data avec le risque de se prendre un petit bâton derrière les oreilles, ou de se dire je me pose 5 minutes et puis j'essaie de réfléchir et de repenser un peu ma stratégie data et remettre l'utilisateur au centre du village parce que au final c'est lui qui va dicter ce qu'il a envie de faire sur nos plateformes, quoi. Exactement. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément au courant de ça, mais c'est un peu comme les conditions générales que tu lis ou les conditions de consentement qu'on dit que vous acceptez. Ouais. Tu scrolles à l'infini, tu te dépêches pour avoir accès au service et tu vois pas forcément ce qu'il y a dedans, quoi. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Il y a Chris Faux. D'ailleurs, Chloé, on va répondre à ta question un peu plus tard parce que c'est une thématique qu'on va aborder justement après le recrutement dans ces entreprises-là, notamment chez AT, qui est un bon partenaire à nous. Il y a Chris Faux qui dit: est-ce que vous avez un avis sur la phrase « Je n'ai rien à cacher sur Internet » ? Complètement, j'ai complètement un avis et je le disais un peu de manière un peu indirecte tout à l'heure. On vit dans et Dieu merci, on vit dans une société libre. Les droits fondamentaux que nous avons, qui peuvent nous permettre de penser, de nous exprimer de manière complètement libre, et de faire les choix qu'on a envie de prendre dans le respect de la loi. C'est tout à fait ça. Encore une fois, si on n'a rien à cacher et qu'on a envie d'utiliser tout ce qu'on a envie d'utiliser sur le web, il n'y a personne qui va venir empêcher ça. La problématique qui se cache quand même derrière, c'est juste d'avoir, je pense, toutes les bonnes informations sur ce qui se passe en arrière-boutique et qui construit l'avenir et la société de demain. Et après, chacun est libre de faire en son âme et conscience, de prendre les décisions qu'il veut, d'accepter tous les traceurs et les cookies qu'il veut quand il va sur un site, de donner l'intégralité de ses données à Facebook. Et encore une fois, c'est effectivement, on accepte de créer un compte, on donne des informations sociodémographiques, des informations liées à sa personne, et qui va permettre d'alimenter des analyses comportementales très poussées. Donc, c'est juste d'être au courant de ce qui se passe pour après décider, ok, je dis oui, je dis non, et encore une fois, il n'y a personne, donc oui, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, je pense qu'il est libre de faire ce qu'il veut si c'est vraiment ce qui se passe et ce qui se prépare pour demain. Oui, après, c'est peut-être ce problème-là, c'est qu'on n'est pas forcément tous au courant de ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire que l'action qu'on a à un instant T, on n'a pas forcément conscience de ce qui va pouvoir se passer derrière dans les années à venir, quoi. Donc, et c'est tout leur intérêt de ces plateformes-là, c'est que s'il n'y ait pas forcément que ça se sache pas trop, que la collecte, encore une fois, de data, j'invente pas de terme là, mais le surplus de données, c'est expliqué très bien dans. Je me souviens plus de la vidéo, mais il y a de la littérature là-dessus, des documentations là-dessus sur le surplus de données utilisé, et c'est leur business model. Du gratuit pour pouvoir, ou quasi gratuit, et collecter des données comportementales derrière pour alimenter ce dont j'expliquais tout à l'heure sur la partie neurosciences et intelligence artificielle. De toute façon, quand c'est gratuit, c'est nous le produit, généralement. Voilà. Encore une fois, quelle société et quel écosystème on veut pour demain. Voilà. Ouais, donc faites attention à ceux qui nous regardent, veillez bien à regarder ce que vous acceptez avant de cliquer sur j'accepte, les conditions, n'hésitez pas à lire. Et j'entends que ça peut être, comme tu disais tout à l'heure, les conditions générales et d'utilisation ou autres qui font 20 pages et qui sont écrits en Time New Roman 8 et avec la double étoile à lire en page 80. Tout ça, c'est pas clair et il faut reclarifier tout ça. Oui, c'est fait exprès aussi. Je suppose que les entreprises ne veulent pas que ça soit vu et lu par tout le monde et que tout le monde prenne le temps de lire les 200 pages de conditions générales de chaque service. Ce que personne ne fait, et moi le premier, même si... Oui, on préfère passer du temps à utiliser les plateformes plutôt que lire les conditions générales. Mais bon, c'est comme ça. Justement, sur cette partie-là, donc c'est hyper intéressant d'avoir ta vision là-dessus. Donc, tu parlais aussi de transhumanisme. On va revenir un petit peu plus tard sur le rôle de l'éducation. Mais là, avant, j'aimerais bien, parce que là, on parle de pas mal de choses, de dire, ok, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais toi, en tant que DPO, justement, donc la personne qui s'occupe de la data, c'est quoi tes grands conseils
Donc on va passer des slides d'ailleurs en régie, je veux bien si vous pouvez passer la première slide. Donc en termes de conseils, qu'est-ce qu'on peut donner aux personnes qui veulent créer leur site web ou aux personnes qui vont utiliser des sites web ou qui se baladent très régulièrement sur Internet, donc c'est-à-dire tout le monde. Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner pour être un peu plus sécure avec leurs données et faire attention à ce qu'ils donnent ou ce qu'ils donnent pas? Ouais. Alors sur la partie, donc il y a 2 questions en une. La première, c'est sur la partie éditeur. Donc ceux qui gèrent les plateformes. Moi j'aime bien prendre l'exemple là, de l'iceberg avec la face visible et la face cachée, parce que la face visible c'est pour moi, alors il n'y a pas de plus important, parce que ça c'est des points qui sont, tout ce que je mets là et ce que je partage, c'est des points fondamentaux du RGPD et qui doivent être impliqués dans une notion de gestion du risque au sein d'une entreprise, vis-à-vis de tous les risques et des mécanismes d'amende et de suppression d'accès aux données, etc., que permet le RGPD. Il y a vraiment des mécanismes. Je vous invite, si ça vous intéresse, de creuser le sujet. On a fait un webinaire la semaine dernière avec French Web, où on explique justement toute la gestion du risque de ne pas être en conformité vis-à-vis du RGPD ou de la CNIL. Vous pouvez aller sur le site d'AT Internet ou sur French Web, vous allez retrouver ce webinaire. Voilà, donc il y a les amendes, mais il n'y a pas que. Il y a le pouvoir des autorités de contrôle d'interrompre des processus de données. Et quand on est une entreprise 100% dans le digital, si on se fait suspendre ces flux de données, il n'y a plus d'activité, on met la clé sous la porte. Et puis si on se fait, si on le verra juste après, les utilisateurs ont aussi des pouvoirs dans le cadre du RGPD et ils peuvent les utiliser vis-à-vis des plateformes. Donc la partie visible de l'iceberg, c'est tout ce qui est très facilement auditable et visible par n'importe qui s'y connaît un petit peu. Je peux creuser si besoin sur les tips, vis-à-vis de tout ce qui est gestion du consentement, de ne pas collecter de la donnée si on n'a pas on appelle ça une base légale, c'est-à-dire si on n'a pas une forme juridique qui nous permet de traiter cette donnée. Et majoritairement dans le web, sur tous les identifiants en ligne qui sont des données personnelles, même si elles sont pseudonymisées, ces données personnelles, on doit généralement recueillir un consentement, sauf exception. Il y a tous les principes de minimisation dont on a parlé tout à l'heure. Et après, tous les mécanismes d'opposition, ce qu'on appelle opt-out, sur les newsletters ou autres. Enfin, voilà, encore une fois, ça concerne toute l'industrie. Et ce dont on vient de parler aussi, toute l'information et la transparence au moment où j'arrive sur une plateforme pour dire, OK, cette plateforme, elle collecte telle et telle donnée sur moi. Est-ce que je suis d'accord pour en donner une partie ou tout, voilà. Mais je dois avoir cette clarté qui est très très rarement le cas. Et ça, c'est la face visible pour moi des 4 points sur lesquels il faut faire très attention, parce qu'on peut très facilement se faire auditer soit par la CNIL, qui peut avoir reçu une plainte de monsieur, madame, tout le monde, ou bien par n'importe quel organisme ou association de consommateurs. On y reviendra juste après. Et après, il y a la face cachée de l'iceberg. C'est tout ce qui se fait un petit peu plus en interne et qui est moins visible par n'importe qui sur le web, mais qui est très important aussi dans le cadre du RGPD. C'est ce que j'appelle la documentation des process. Voilà, d'expliquer tout ce qui se passe au niveau de la data. Encore une fois, ça concerne de la partie RH jusqu'au la partie CRM, jusqu'au cœur d'activité si c'est une entreprise digitale, une solution d'analytics comme la nôtre, d'écrire noir sur blanc, on collecte tel type de données, on les garde pendant tant de temps, ça sert à ça et ça ne sert pas à ça. Et c'est là où on doit tout expliquer. Si on doit travailler en toute transparence, si on se fait contrôler, il doit y avoir prouver et expliquer tout ce qui se passe. Voilà, la phase un peu cachée de l'iceberg qui est aussi importante. Donc c'est un métier à part entière, c'est-à-dire c'est le tien, si je dis pas de bêtises, c'est une personne qui va sécuriser, qui va être un peu le garant du respect justement de ces données-là, qui va dire elles sont bien stockées à tel endroit, voilà ce qu'on en fait, voilà ce qu'on n'en fait pas, quoi. Oui, alors il fait pas tout le DPO, hein. Il travaille avec tous les services. Je pense qu'il y en aura plus d'un qui aurait déjà démissionné, mais en tout cas c'est le chef d'orchestre et il travaille avec l'intégralité des services de l'entreprise
Encore une fois, il va discuter avec la partie RH, sur la partie candidat, sur la partie le juridique pour s'assurer que si c'est pas une personne, moi je suis pas issu du juridique, je suis pas un juriste, je suis issu plutôt du consulting. Je travaille en étroite collaboration avec le service juridique pour être sûr que tout ce qu'on fait c'est conforme à la loi. Le service technique pour s'assurer que tout ce qu'on développe comme nouvelle fonctionnalité ou au niveau technique est conforme. Le marketing produit pareil. Le marketing communication sur tout ce qui est événementiel, collecte de données dans le cadre de formulaires, de landing page, de récolte de leads, ça doit parler à beaucoup ça. Tout ça c'est pareil, il faut faire en sorte que ce soit documenté. Pourquoi on demande un numéro de téléphone quand on a envie d'envoyer un white paper? Peut-être que oui, on a envie d'alimenter une base CRM, mais normalement on a juste besoin d'un email pour envoyer le white paper. C'est toutes ces questions et ces réflexions où le DPO il va travailler tranquillement avec chaque département. D'accord, ok, super. D'ailleurs, tu vois, on avait lancé un petit sondage. Et vous pensez qu'on n'a rien à cacher? Pourquoi s'embêter? Et mine de rien, il y a quand même 100% des personnes qui disent non, il faut quand même être prudent. Donc mine de rien, les gens ils commencent à se dire faut quand même que je fasse gaffe avec ce que je balance sur Internet. Mais on a encore du mal dans les actes à faire en sorte de faire vraiment attention à ce qu'on accepte. Et encore une fois, on y revenait sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la possibilité de dire oui ou non, c'est un peu compliqué aujourd'hui sur les sites sur lesquels on va, quoi. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, donc on a la deuxième slide qui vient d'apparaître, merci la régie, sur les fameux conseils aux utilisateurs. Donc là, c'est plutôt du côté quand on va sur un site internet, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde, comment est-ce qu'il faut qu'on fasse pour bien gérer la gestion de ces données. Est-ce que tu as quelques conseils à nous donner? Ouais, alors au-delà je suis allé peut-être un peu plus loin au-delà de comment bien gérer la donnée, même si effectivement il y a plein de sur la partie navigateur, il y a des petits plugins qui vous permettent de savoir quels cookies sont déposés quand vous arrivez sur une page, ou si vous êtes un peu plus technique, allez voir dans la console du navigateur tout ce qui se passe. Sur les applications, on peut installer sur son PC un packet sniffer pour regarder aussi toutes les requêtes qui partent d'une application. Enfin, voilà, en fonction du degré de maturité technique, on peut creuser ou pas pour se rendre compte, faire un petit audit de ce qui se passe, ce que j'ai appelé en arrière-boutique tout à l'heure, quand on se rend sur une plateforme. Et après, là, j'ai plutôt, je voulais partager aussi les outils qu'on a en tant que citoyen, si on a envie de faire évoluer les choses. Encore une fois, je reviens sur la question très pertinente de tout à l'heure. Chacun est juge et maître est libre, exactement. Et ça, j'avoue que dans ces débats actuels sur le tracking, Covid, etc., ça soulève des grands débats de société sur le respect de qu'est-ce que la donnée personnelle, la vie privée des gens. Encore une fois, elle s'arrête où, elle commence où? Il y a un intérêt général à arrêter une pandémie, mais qu'est-ce qui est fait des données derrière? Enfin, on peut raborder le sujet, mais en gros, c'est si on a envie de faire évoluer les choses et de se rendre compte que certaines plateformes ne jouent pas le jeu sur la transparence et sur le respect des grandes règles émises par l'Union européenne qui sont quand même basées, peut-être je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur tout ça est issu de nos droits, Déclaration universelle des droits de l'homme, tout ce cheminement-là, ce qui arrive en 2018 avec le RGPD, c'est pas quelque chose qui nous tombe d'hier, quoi. C'est la construction de notre environnement européen, nos valeurs européennes sur le respect des individus. Et les respects, c'est marqué là, voilà, le droit sur Internet, c'est des droits humains fondamentaux. Peut-être que nos libertés, comme on n'est pas enfermé en cage, comme à une certaine époque, dans certaines parties du monde, mais encore une fois, il faut avoir conscience de ce qui se passe un peu en arrière-boutique pour se dire comment je construis demain. Et il y a certaines associations, encore une fois, vous pouvez déposer plainte si vous avez envie directement sur le portail de la CNIL. Il y a des associations de consommateurs françaises, la Quadrature du Net qui réunit, qui peut réunir ce qu'on appelle faire des class actions. S'il y a plusieurs personnes qui veulent porter plainte contre une boîte pour avoir plus de poids. Au niveau européen, il y a, je ne sais pas si ça vous parle, la notion de l'association None of Your Business, une association autrichienne là, qui est assez connue pour être un peu de chahuter un petit peu Google sur le sujet. Donc voilà, c'était un peu redonner
un peu la boîte à outils sur le fait qu'on doit pouvoir refuser, on doit pouvoir accéder aux données, on doit pouvoir être informé en toute transparence de ce qui se passe. Et encore une fois, si on a envie d'aller plus loin pour faire changer les choses, et je pense je reste persuadé qu'il y a, oui, le régulateur a un rôle à jouer sur la direction qu'on prend au niveau sociétal, mais aussi nous, en tant que citoyens, individus, on peut agir. Et avec des petites actions, des fois, on fait des choses sympathiques. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des dans les actes, enfin, est-ce que tu as un exemple, par exemple, de navigateur qu'on pourrait utiliser pour ceux qui n'ont pas du tout envie d'être visibles sur Internet, sans forcément parler de dark web avec Tor et compagnie, et vraiment te dire, j'ai envie d'utiliser Internet sans forcément être visible. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que même parfois la navigation privée, on s'aperçoit qu'il y a quand même des données qui sont remontées. Donc pour toi, quels sont les navigateurs, par exemple, qu'on pourrait utiliser pour rester invisible, on va dire? Ouais, après, je connais pas tous les navigateurs, mais il y en a un en ce moment qui fait pas mal de bruit et qui, encore une fois, faut être vigilant dans le temps pour voir comment ça évolue. Mais sur la partie, il y a un navigateur qui s'appelle Brave. Qui bloque pas mal de choses et qui permet de sécuriser pas mal de choses. Après, voilà, encore une fois, il y a Firefox, il y a d'autres, sans rentrer sur le Tor, effectivement, mais Brave, c'est intéressant, j'utilise dans certaines manières. Après, c'est aussi la réflexion de... Je pense que il faut pas forcément partir dans les extrêmes. On a fait peut-être trop de mauvaises choses par le passé. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Okay, on a fait peut-être, comme je disais tout à l'heure, des choses pas forcément très propres par le passé avec de la collecte à outrance, et du coup, il y a une prise de conscience et on a envie de tout balancer de l'autre côté en disant je bloque tout et puis je fais plus aucune collecte de données, etc. Et ça peut faire pâtir une partie du pan économique dont on fait partie. Hein. Si on n'a plus de toutes les requêtes serveurs sont bloquées au niveau d'un navigateur. Voilà, des entreprises comme AT Internet peuvent en subir les conséquences demain. Donc c'est aussi peut-être trouver un bon compromis entre ce qu'on fait ou ce qui a été fait dans les dernières années de manière pas très propre avec de la collecte à outrance et revenir à un intermédiaire qui n'est pas non plus tout bloqué, parce qu'il y a des sociétés qui ont besoin de se développer en collectant cette donnée pour faire évoluer leur offre, faire évoluer leur plateforme. Elles ont besoin d'outils comme le nôtre, et le fait de tout bloquer, ok, certes, entre guillemets, on se dit on est bon au niveau navigateur, mais il y a soit des plateformes et des sous-traitants, des entreprises qui utilisent la data de ces plateformes qui vont disparaître. Donc voilà, encore une fois, les extrêmes, c'est pas faux. Ouais, voilà, exactement. Et en fait, je pense que le mot de la fin, pas forcément le mot de la fin, mais sur cette partie-là, c'est vraiment de se dire oui à la collecte de données, mais oui au respect des utilisateurs au final. Et on remet l'utilisateur au centre de notre stratégie pour ne pas non plus trop rentrer dans sa vie privée et rester sur quelque chose de sain, quoi. Et puis après, si on arrive moi je reste persuadé qu'on peut recréer une sorte de confiance, voilà, peut-être avec tout l'écosystème, mais de faire prendre conscience il peut y avoir du bon, et que si on redonne de la transparence, du pouvoir aux utilisateurs et qu'ils reprennent un peu confiance dans tout ça, ils seront peut-être plus enclins. Il y a certains utilisateurs, encore une fois, moi je suis très content de donner certaines de mes données à certaines plateformes parce que j'ai envie de rentrer dans une relation personnalisée avec ce produit, avec ce service. Avoir bien connaissance de tout ça et de recréer de la confiance avec tous les acteurs. D'ailleurs, on en parlait, tu vois, encore hier avec Doolist. Eux aussi, on a besoin de la data pour justement avoir une relation un peu plus intimiste avec son client. Et c'est le but, c'est de se dire, on fait de la data, mais avec un vrai intérêt pour le client au final, qui va être plus satisfait de la relation qu'il va avoir avec la marque. Donc ça, c'est vraiment un point que je pense qui est important à identifier. En tout cas, je pense, parce que là, je vois l'heure tourner, donc on va sûrement clôturer un petit peu. Je parle trop, c'est ça? Non, tu vas. Non, c'est hyper intéressant et merci beaucoup encore. Franchement, c'est génial de pouvoir parler de ça parce que je pense que c'est des sujets on se pose pas mal de questions là-dessus. Il y a très peu de personnes aujourd'hui qui ont vraiment la compétence pour pouvoir expliquer tout ce qu'on voit. Donc, merci beaucoup là-dessus. Moi, j'aimerais juste un peu, pour finir, ça, je pense que c'est aussi pour les étudiants qui nous regardent, c'est de se dire quels sont en fait aujourd'hui les métiers au-delà du DPO, toi, par exemple, chez AT, pour rappel, effectivement, le SD, on est quand même un gros partenaire aujourd'hui de
de ressources en termes de profils qui viennent chez AT. Et on vous en remercie parce que ça fait pas mal de personnes qui travaillent dans la data grâce à vous aussi dans la région. Mais quels sont les différents types de métiers qu'on peut voir chez vous et qu'est-ce que vous recherchez chez AT quand vous travaillez dans la data? Comme je disais un petit peu tout à l'heure, il y a tout type de métier en fonction du profil peut-être aussi des étudiants, Ouais. mais je pense qu'il nous a intéressé ce qui nous a plu quand on a commencé avec la certification étudiante, c'est vraiment cette notion de compréhension de l'écosystème digital dans sa globalité pour vraiment avoir une culture web. Et après, que ce soit au niveau pur technique ou plus, voilà, encore une fois, stratégie et accompagnement au niveau consulting, ça c'est sûr que aujourd'hui, comme tu l'as dit là juste avant, et là, faut pas se tromper. Oui, je suis peut-être devant de la scène avec le métier de DPO, mais il y a des tas de consultants experts sur le sujet privacy derrière qui travaillent pour accompagner les clients parce que ce serait juste impossible, encore une fois, de tout faire tout seul. Donc voilà, il y a le côté technique parce qu'on bosse dans le digital, on bosse sur la partie web et il faut savoir tout ce qui se passe pour créer un site, créer une plateforme, comprendre en tout cas tout ça. Et après, voilà, que ce soit sur une partie plus technico-juridique comme DPO ou après plus stratégique sur la partie marketing, etc. Il y a un peu toutes les combinaisons qui sont possibles et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et En fait, tous les métiers sont visés en gros, quoi. En gros, selon ce qu'on a envie de faire, on peut travailler dans la data à peu près partout, quoi. Oui. Et demain, comme tout se digitalise, voilà, enfin, peut-être, j'ai pas forcément, on va pas rentrer dans les trucs personnels, mais voilà, si la digitalisation continue, effectivement, est diffusée dans tous les cœurs de métier. Voilà, il y a cette double compétence technique et métier sera nécessaire dans quasiment tous les domaines. Avec plaisir. Encore merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Bonne soirée à tout le monde. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.